Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors la dernière une de l'Incorrect s'intitule Trans, les enfants cobayes, enquête sur les martyrs d'une idéologie. Et cette une était à l'affiche dans certains kiosques parisiens et ce n'est pas passé inaperçu. Certains l'ont déploré notamment. Alors pour en parler, nous sommes avec le directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect, Arthur de Vatrigan. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour. Et puis nous sommes avec Aude Mirkovitch. Bonjour Aude Mirkovitch. Bonjour. Vous êtes juriste, maître de conférences en droit privé et puis porte-parole de l'Association des juristes pour l'enfance. Et vous êtes auteur de 2 livres aux éditions Artege, La PMA, un enjeu de société, et puis de questionnement de genre chez les enfants et les adolescents. Alors d'abord, je me tourne vers Arthur de Vatrigan. Pourquoi vous avez voulu faire cette une polémique sur les trans, les enfants cobayes, enquête sur les martyrs d'une idéologie? Simplement parce qu'il y a une vague depuis quelques années en France, mais je pense qu'on est un peu en retard, vous savez, toujours par rapport aux pays progressistes comme les pays anglo-saxons ou les pays nordiques. Mais cette vague de transition, comme on dit, nous arrive et il y a avec cette vague, évidemment, tout le système qui se met en branle, politique, médiatique et même scientifique. Et donc, ça nous paraissait urgent d'alerter, d'en parler pour expliquer de quoi il était question et de bien différencier ce qu'on appelle la dysphorie de genre, qui est une maladie, de la transition qui est une idéologie. Et la frontière est volontairement trouble et entretenue pour qu'elle soit trouble, justement pour exploiter que les lobbies LGBT exploitent le malaise adolescents qui passent par là, on est tous passés par là, pour justement exploiter ces adolescents, et même ces enfants, pour les amener à appliquer leur idéologie, qui est de dire qu'il n'y a pas que le sexe est une assignation et qu'on est en droit de choisir son genre comme ils disent, même de le choisir plusieurs fois dans une vie, c'est pas un souci. En gros, c'est le grec prométhéen qui s'applique et dès l'enfance, et l'enfance étant un sujet facile à attraper, facile à embrigader, parce que justement, on est dans une période de construction et où on cherche des réponses, et eux, ils offrent une réponse toute faite avec un accompagnement médiatique, communautaire et médical. Alors justement, on reviendra là-dessus. Alors Arthur de Vatrigan, on ne vous entend pas très bien, on va essayer de vous appeler par téléphone. En attendant, je me tourne vers Aude Mirkovitch. Vous en avez parlé d'Arthur de Vatrigan, de cette dysphorie de genre, qui est une maladie qui existe. À l'Incorrect, on apprend, dans la dernière une de l'Incorrect, on apprend que c'est connu depuis 100 ans, que ça représente 0,01% des gens, c'était souvent des hommes. Alors il y a une véritable maladie, Aude Mirkovitch, qui existe, cette dysphorie de genre. Donc la transition qui est idéologique, elle vient d'une dysphorie qui est une maladie qui existe, mais qui est tout de même une exception. Oui, alors je précise quand même que l'OMS a retiré donc la dysphorie de genre ou alors le transsexualisme, on peut l'appeler comme de différentes manières, de la liste des affections psychiatriques parce qu'il y a une volonté justement de dépathologiser la situation. Mais en effet, il s'agit bien d'une maladie. En fait, il s'agit d'une vraie incapacité de certaines personnes à se reconnaître dans leur sexe biologique. Et justement, ces personnes ont besoin d'être aidées, accompagnées, soignées. D'ailleurs, se pose quand même la question de la qualité des soins, parce que lorsqu'une personne est fermement convaincue qu'elle n'est pas ce qu'elle est, eh bien, aujourd'hui, la médecine choisit de la transformer, de transformer son corps pour essayer de le faire ressembler le plus possible à l'homme ou à la femme qu'elle se pense. Et certaines personnes adultes trouvent dans ces transformations une amélioration de leur qualité de vie, c'est un fait, mais d'autres aussi ne trouvent jamais cette paix qu'elles recherchent. Et c'est pourquoi, même pour les adultes, quand même, la question de la qualité des soins se pose. Parce que est-ce que ces personnes pourraient être aidées et accompagnées à s'accepter elles-mêmes autrement qu'en mutilant leur corps? Quand même, la question se pose. Et en effet, il y a certaines personnes qui ont vraiment cette incapacité de s'approprier leur corps sexué. Et du coup, beaucoup de personnes, et là nous parlons des jeunes, beaucoup de jeunes en grande difficulté, en souffrance, en mal-être,
eh bien, ont l'impression de se reconnaître dans ce profil et sont intimement persuadés que tous leurs problèmes seraient résolus s'ils pouvaient justement s'identifier dans l'autre sexe et si on pouvait transformer leur corps pour qu'ils puissent, qu'ils puissent, ce ne sera jamais possible, hein, et en tout cas dans leur projet pour qu'ils puissent être de l'autre sexe. Alors, on parlait de dysphorie de genre, après on a parlé d'incongruence de genre, de dysphorie de genre, puis d'incongruence de genre. Alors, Arthur de Vatrigan, ce que vous expliquez dans votre magazine, L'Incorrect, c'est que donc, le genre aujourd'hui, c'est un ressenti et la biologie doit s'aligner sur ce sentiment, sur ce ressenti. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les lois ou les décrets politiques depuis 10 ans environ, ils s'alignent dessus. Je prends un exemple, c'est le décret de Roselyne Bachelot qui supprime, quand elle était ministre de la Santé, qui supprime la transsexualité de la liste des affections psychiatriques parce qu'elle explique que la transidentité ne relève plus de la santé mentale, mais de la santé sexuelle. Alors, si vous pouvez m'expliquer ce que c'est que la santé sexuelle, sinon un ressenti. Donc voilà, c'est plus une maladie mentale. On est dans une non-reconnaissance de ce qu'on est, de ce qu'on ressent. Alors évidemment, il s'arrange toujours derrière pour que ça passe quand même dans une catégorie médicale pour pouvoir rembourser, parce que ce qui est intéressant, c'est il faut savoir qu'en France aujourd'hui, si votre gamin, votre enfant, votre fille doit se faire poser un appareil dentaire, vous êtes remboursé par la Sécu à 50-60%. Si votre enfant, votre garçon, votre fille veut faire une transition, c'est remboursé à 100%. Donc voilà, c'est pour dire que derrière, en plus de la politique, derrière, il y a toujours un lobby, notamment dans la Haute Autorité de Santé, qui est très actif pour pouvoir faciliter justement l'application de ce qu'on appelle ce ressenti. Et comme par exemple, vous savez, il y a aussi la circulaire Blanquer en 2021 à l'école. Blanquer, le soi-disant ministre anti-woke, qui donc sortait une circulaire pour demander aux chefs d'établissement scolaire d'appliquer, de faire en sorte que le choix de l'enfant, donc même s'il a 6 ans ou 7 ans, c'est-à-dire de dire je suis pas un garçon, je suis pas une fille, donc je souhaite changer de prénom, soit que les chefs d'établissement soient contraints, obligés d'appliquer cela, même contre l'avis des parents. Donc voilà, il y a vraiment une machine qui est en branle. Pour vous donner un chiffre, le nombre d'opérations chirurgicales a été multiplié par 4 en même pas 10 ans. Donc on est vraiment sur un phénomène qui est purement idéologique. Et justement, on va regarder, on va essayer de comprendre d'où vient ce phénomène. Mais d'abord, je voulais revenir avec vous, Aude Mirkovitch, sur les différentes étapes de la transition de genre. Parce que donc dans la dernière une de l'Incorrect, je le rappelle, Trans, les enfants cobayes, vous nous expliquez, Arthur de Vatrigan et vos journalistes, qu'il y a 3 transitions. La transition sociale, donc c'est se faire appeler par un autre prénom et ne pas être mégenré. La transition administrative, c'est changer de nom. Et puis la transition médicale, là, c'est complètement changer de corps. Donc Aude Mirkovitch, petit à petit, la transition sociale vient avec... Il y a une demande après de transition administrative, puis une transition médicale. Comment ça arrive déjà, cette transition, elle se fait par étapes? Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a tous les cas de figure. Selon les intéressés, certains vont vouloir seulement avoir une transition sociale, donc être appelés par un prénom qui corresponde au sexe dans lequel ils se pensent et être genrés dans ce sexe-là. Certains vont vouloir transformer leur corps. Certains vont aussi demander un changement d'état civil, donc changement surtout de la mention de leur sexe à l'état civil, qui aujourd'hui en droit français est réservé aux majeurs et aux mineurs émancipés, mais enfin, disons aux majeurs. Et donc, il y a tous les cas de figure et certaines personnes vont commencer par un biais, d'autres par un autre. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que tout est lié. Et notamment quand on parle des enfants, eh bien, certaines personnes de bonne volonté, parce que les gens qui veulent du mal aux enfants sont quand même extrêmement rares, hein. Certaines personnes pensent que la transition sociale, donc ce qu'on demande à l'école avec la circulaire Blanquer, hein, d'appeler les enfants par un nouveau prénom, de les identifier dans l'autre sexe, eh bien, du moment qu'il n'y aurait pas de transition médicale, donc que les enfants ne prendraient pas d'hormones et ne subiraient pas de mutilation chirurgicale, eh bien, certains ont tendance à considérer que si un enfant peut se sentir mieux après tout, en passant quelques années difficiles, avec une transition sociale, en se faisant identifier en autre sexe, franchement, pourquoi le lui refuser? Mais c'est une grave erreur, parce que cette transition sociale, en réalité, elle n'a rien d'anodin. Et elle met l'enfant sur les rails d'un processus au sein duquel il va perdre une grande partie, si ce n'est la totalité de sa liberté pour se penser lui-même, et donc pour revenir en arrière. Si on prend un garçon de CM2
qui fait une transition sociale à l'école, donc qui est appelée Marguerite par tout le monde, y compris par les profs, qui est habillée en fille, qui vient à l'école avec des robes, à tel point qu'au bout d'un moment, même ses camarades de classe ont oublié qu'il était un garçon à l'origine. Eh bien, comment est-ce que ce garçon qui est connu par tout le monde comme une fille, qui a ce statut social de fille, c'est le but de la transition sociale, va avoir la liberté intérieure de se réapproprier son corps de garçon? Ça, c'est la première chose. Donc, ça va aggraver sa difficulté avec son corps, ça va aggraver sa dysphorie. Et puis, en plus de ça, la transition sociale va le mener directement dans la transition médicale. Et c'est bien normal, parce que ce garçon qui a un statut social de fille à l'école, quand va arriver la puberté, eh bien, ça va être insupportable pour lui, justement, de voir ce décalage entre son statut social et son apparence. Et il va être poussé à demander des bloqueurs de puberté et par la suite les hormones croisées, justement, pour garder cette cohérence de ce statut social qu'on lui a laissé prendre à l'origine, peut-être avec de bonnes intentions. Et justement, Aude Mirkovitch, on va revenir là-dessus, sur ces enfants mutilés, sur ces prises d'hormones et puis sur les mutilations aussi génétiques. Il est 8h, vous connaissez la règle, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite. La table ronde. Et nous sommes avec Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect, et Aude Mirkovitch, juriste, maître de conférences en droit privé, porte-parole de l'Association des juristes pour l'enfance et auteur de La PMA, un enjeu de société et questionnement de genre chez les enfants et les adolescents, 2 livres aux éditions Artege. Aude Mirkovitch, j'étais avec vous, on parlait notamment de la transition médicale, du changement de corps pour ces enfants notamment avant la puberté, pour une prise d'hormones, donc pour bloquer la puberté, pour empêcher donc, le développement des organes génitaux notamment. Oui, alors en effet, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant exprime un malaise avec son corps et avec son sexe, eh bien très petit, très jeune, avant la puberté en France, on lui propose des bloqueurs de puberté, comme leur nom l'indique, qui ont pour but d'empêcher cette étape de se faire. Alors, les parents doivent savoir que, déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, la transition sociale n'a rien d'anodin. Ce n'est pas une pause, un temps qu'ils donnent à leur enfant. Ils l'engagent dans un process. Et ensuite, ces bloqueurs de puberté, eh bien, ils vont empêcher la puberté de se faire. Il y a des conséquences évidemment physiques, physiologiques, mais aussi on commence à s'interroger sur l'impact sur le cerveau. Parce que la puberté, ce n'est pas que les développements des organes génitaux, c'est aussi un remaniement cérébral. Et comment est-ce qu'une personne peut se construire sans passer par cette époque initiatique et cruciale de la puberté? Donc, on empêche la puberté de se faire. Et puis, donc, ça peut commencer vers 10, 11, 12 ans, 13 ans. Et puis ensuite, on va proposer aux enfants des hormones antagonistes ou hormones croisées, c'est-à-dire des hormones de l'autre sexe qui vont avoir pour but d'estomper chez eux les caractères de leur sexe biologique et d'essayer de développer une apparence du sexe opposé. Donc, les filles sont mises sous testostérone et les garçons sous oestrogène. Et puis, l'étape ensuite de la transition médicale, c'est la chirurgie. Donc, en France, sur les mineurs, on pratique surtout des mastectomies. Donc, les jeunes filles, parfois à partir de 14 ans, peuvent se faire retirer les seins, une poitrine qui est saine par ailleurs. Et puis, ce qui les attend ensuite, à partir de 18 ans pour l'instant, mais enfin, à 18 ans, est-ce que justement la maturité est là? Eh bien, vous savez, les psychologues expliquent qu'en réalité, le cerveau n'est complètement terminé que vers 24-25 ans. Et donc, il y aura la chirurgie, ce qu'on appelle la chirurgie du bas, qui consiste à retirer les organes génitaux du sexe biologique pour essayer de construire des organes génitaux qui ressemblent à ceux du sexe opposé. Mais malheureusement, il faut quand même le savoir, c'est que ces organes génitaux ne seront jamais fonctionnels ni pour la sexualité, ni pour la reproduction. Et puis, vous avez aussi tout un éventail de chirurgies qui sont proposées, par exemple, aux hommes pour féminiser leur visage. Donc, on casse la mâchoire, on la refait d'une manière qu'elle soit moins carrée pour avoir l'air plus féminin, etc. Oui, c'est absolument terrible. Et Arthur de Vatrigan, je me tourne vers vous parce que dans votre dernier L'Incorrect, dernier magazine de L'Incorrect, dans cette une, Trans, les enfants cobayes, vous expliquez déjà, donc il y a déjà des enfants cobayes de cette idéologie qui ont voulu revenir en arrière, et c'est terrible parce qu'ils ont pris notamment des hormones avant la puberté pour changer de genre.
Et aujourd'hui, ils se retrouvent entre deux genres, c'est-à-dire ils ont à la fois leur genre d'origine, enfin je sais même pas comment dire parce que c'était des garçons, et ils ont voulu devenir des filles et en fait ils se sont dit non en fait je suis quand même un homme, et puis à l'inverse aussi. Et c'est irréversible, c'est-à-dire que ce sont des gens qui par exemple vous parlez d'une femme qui a pris des hormones et donc qui a toujours toute sa vie qui aura de la pilosité notamment sur le visage. Oui, c'est irréversible. Alors, ce qu'on appelle les détransitionneurs, c'est ceux qui commencent à témoigner, justement, qui veulent détransitionner et qui commencent à témoigner. Alors, il y en a très peu en France. Pour l'instant, c'est principalement dans les pays anglo-saxons, parce qu'encore une fois, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Et donc, il y a deux choses. Dans tous ces témoignages, il y a deux choses à noter. C'est un, en effet, c'est des traitements, tous les traitements, toute cette mutilation sont irréversibles. Donc, une fois que vous avez décidé, vous avez des conséquences à vie. Et comme Oudemir Mirkovic l'a expliqué très bien, il faut savoir que lorsque vous prenez des hormones ou vous faites des opérations chirurgicales, au niveau de la sexualité, après, c'est catastrophique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est rentré dans cette transition, pour vous donner un exemple, ne peut plus avoir d'orgasme. Quand on sait l'importance de la sexualité dans un couple, il ne raconte pas le merdier pendant le reste de sa vie. Et ensuite, vous avez autre chose, c'est que cette communauté trans est une communauté qui est sectaire. Donc à partir du moment où vous remettez en question votre transition, vous êtes exclu de la communauté. Ce principe, c'est l'engrenage sectaire. Donc vous coupe au départ de toutes les personnes qui sont étrangères à votre mal-être. En premier lieu, votre famille, vos amis. La justification, elle est simple, c'est qu'ils ne peuvent pas vous comprendre, ils sont transphobes. Et à l'adolescence, les reproches, l'indignation, la détestation, ça vient très vite, très facile à mettre en place. Et puis, ils mettent en place, vous savez, un vocabulaire bien spécifique, une langue bien spécifique pour couper au maximum la personne de sa communauté d'origine. Mais une fois que si la personne décide de s'interroger sur ce qu'elle a fait, de vouloir même revenir sur ce qu'elle a fait, la communauté l'exclut. Et donc, vous vous retrouvez avec rien. C'est-à-dire que la communauté trans vous a exclu de votre communauté d'origine et ensuite vous fout dehors de sa communauté à partir du moment où vous remettez en question. Donc vous avez des dommages évidemment physiques qui sont affreux, qui sont réversibles, et c'est pour ça qu'on parle vraiment de mutilation, mais vous avez aussi socialement, vous êtes, et c'est peut-être même psychologiquement encore pire, socialement, vous n'êtes plus personne. Vous êtes exclu, vous êtes en dehors de tout. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter ces détransitionneurs qui viennent des pays nordiques, qui viennent des pays anglo-saxons, et j'aimerais que nos politiques, qui sont toujours pressés de faire des lois, peut-être écoutent ces personnes-là pour se rendre compte vraiment du drame de ça, quoi. C'est tout simplement affreux. C'est pourquoi on a voulu vraiment faire cette une, parce qu'on n'est pas c'est pas une guerre idéologique là. On parle vraiment de mutilation, c'est-à-dire on parle c'est l'expression, Chantal Delsol qui a fait une tribune dans notre magazine, parle je vais reprendre son titre parce que je trouvais fort, elle parle d'extravagance meurtrière. On sait l'importance des mots pour une philosophe, et si elle emploie ce mot-là, ces mots-là, cette phrase-là, cette expression-là, c'est pas pour rien. Donc il est fondamental aujourd'hui, avant qu'il soit trop tard, que chacun, en fonction au maximum de ses réseaux, au maximum de ses compétences, de son métier, puisse alerter, et notamment la politique, pour mettre immédiatement des garde-fous, même si on sait malheureusement l'efficacité du tsunami, de cette vague progressiste, ça va être compliqué, mais il faut vraiment... les témoignages qu'on a reçus sont tellement affreux qu'il faut faire tout pour essayer d'empêcher ça et de poser tout de suite des limites en France. Oui, pour éviter qu'il y ait pour qu'il y ait le moins de victimes possible. Alors, Oudemir Mirkovic, je voulais revenir sur cet engrenage sectaire qui peut arriver à l'adolescence, c'est-à-dire qu'on a l'impression de faire partie d'un groupe, d'être spécial, et donc ces trans, ces enfants trans, enfin ces adolescents trans se retrouvent entre eux et puis finalement échangent là-dessus sur ces transitions, et ils ne peuvent pas être compris. Parce que, comme l'a dit Arthur de Vatrigan, ceux qui ne sont pas trans sont transophobes. Oui, ça c'est les jeunes là sont la proie, et bien sûr
de cette idéologie parce que on a affaire à des... Voilà, je vais prendre le cas d'une jeune fille ou d'un jeune garçon qui se sent pas bien, qui ne s'aime pas, qui se trouve moche. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la réalité, parce que vous avez certains qui ont tout pour eux et qui, malgré tout, n'arrivent pas justement à s'aimer eux-mêmes. Et puis, ils voient sur Internet quelqu'un qui raconte leur histoire à eux, qui dit, bah voilà, moi, il y a 2 ans, j'étais complètement déprimée, je voulais pas sortir de ma chambre, je voyais personne. Et puis, en fait, j'ai réalisé que mon problème, c'était que je n'étais pas dans le bon corps. Et depuis, mais quel soulagement, et depuis, tout va bien. Alors, j'ai commencé à prendre des hormones et ma vie a changé. Et maintenant, je suis tellement heureux. Et on voit une espèce de transformation physique qui est impressionnante, parce qu'une fille qui prend de la testostérone, c'est vrai que c'est très impressionnant. Et donc, vous avez ce jeune en souffrance qui assiste à ça. Et en plus de la transformation physique, il voit aussi une autre transformation. C'est qu'au fur et à mesure, le sourire s'élargit, du moins semble s'élargir. Et lui, il est convaincu, le sourire de son interlocuteur s'élargit en disant, voilà, depuis que j'ai changé, depuis que je suis en changement de sexe, ça va tellement mieux. Maintenant, j'ai plein d'amis, je me sens tellement bien dans la vie, etc. J'ai plein de projets. Bon, et lui, il va être fermement convaincu que c'est lui aussi a ce même problème, qui n'est pas dans le bon corps. Et là, c'est-à-dire que les parents ont vraiment un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'un enfant qui exprime cette volonté d'être trans, il faut le prendre pendant qu'il est encore temps, et justement avant qu'il soit la proie de ces idéologies, de ces groupes, et que il faut, en fait, c'est un appel au secours. Je me sens mal, je n'arrive pas à m'approprier mon corps, et ce sont des enfants qui ont des vrais problèmes, qui ont des vraies difficultés. Il ne s'agit pas du tout ici de dire bon, ça lui passera. Non, il faut vraiment aller chercher quelles sont les causes de son mal-être, afin de les traiter et de l'aider. Que vous voyez, par exemple, sur la population des adolescents concernés, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le spectre autistique, beaucoup de syndrome Asperger. Vous avez beaucoup de difficultés psychiatriques, des troubles psychologiques, de rapport avec les parents, notamment de l'attente inconsciente des parents, en tout cas ce que l'enfant pense. L'enfant pense que ses parents préféraient avoir une fille et il essaye inconsciemment de satisfaire leurs désirs. Puis vous avez d'autres cas qui sont très fréquents, qui sont très faciles à comprendre, donc je vais développer en 1 minute. C'est les syndromes post-traumatiques. Une jeune fille qui a été violée, qui a subi une agression sexuelle, va développer un mécanisme de défense, et pour se protéger d'être à nouveau victime, elle va penser être un garçon, elle va vouloir être un garçon. Et donc ce n'est pas en lui donnant de la testostérone qu'on va remédier à ça. C'est une jeune fille qui a besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle n'est pas une victime à vie, qu'elle est en sécurité dans la société, qu'on va prendre les moyens pour la protéger. Et c'est ça qui va lui permettre de se sentir mieux et de s'approprier son statut de son corps de fille. Tout à fait. Alors, Arthur de Vatrigan, donc on a parlé de ce phénomène sectaire, mais vous parlez dans le dernier Incorrect notamment des réseaux sociaux et de l'impact des réseaux sociaux, parce qu'on le sait depuis le confinement, notamment les jeunes, les 12-25 ans sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, et il y a ce qu'on appelle les influenceurs trans. Alors ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, des influenceurs trans qui donnent le vocabulaire, notamment pour les enfants, pour les adolescents qui se poseraient des questions, et pour expliquer leur mal-être. Et après, donc les enfants, les adolescents arrivent devant leurs parents et leur expliquent, et ben voilà, j'ai ça comme problème, des mots et un vocabulaire et tout un champ lexical qu'ils ont donc appris sur les réseaux sociaux. Après, c'est un réflexe qui est assez classique. Qui, lorsqu'il a eu un problème, une douleur quelque part, tape sur Google douleur ventre bas gauche, douleur nuque droite, et on vous retrouve avec tous les forums, et généralement on vous prédit à chaque fois un cancer. C'est un truc assez classique, tout le monde le fait. Sauf que là, les enfants vont plus sur Google, ils vont sur les réseaux sociaux, essentiellement TikTok, et en effet, il y a ces influenceurs-là qui ont par exemple, vous avez Jade CVE qui a 420 000 abonnés et qui a plus de 19 millions de likes. Donc, vous voyez l'influence. Tout de suite, ça remonte, et voilà, les adolescents, posent des questions, et là, chacun répond, et tout d'un coup, bizarrement, on se retrouve avec les mêmes problématiques. C'est marrant, un adolescent, les mêmes problématiques qu'un autre adolescent. Sauf qu'eux, ils ont une solution miracle. Ils disent, voilà, vous avez ça comme problème, la solution, c'est ça. Et évidemment, c'est toujours rassurant d'avoir une solution. On est à moitié guéri à partir du moment où on diagnostique le problème, et on vous dit qu'il faut faire ça. Donc tout de suite, ça va mieux, et on va voir les parents. Et puis évidemment, les parents, s'ils sont normalement constitués, vont dire, c'est pas complètement ça. Tout de suite, on se braque, on dit, c'est que tu comprends pas, t'es transphobe, tu ne comprends
pas, et donc on se réfugie dans les réseaux sociaux. Et c'est là où on voit le drame et le danger, c'est que dans les réseaux sociaux, tout est bien fléché, tout est bien foutu, à tel point que lorsque vous posez des questions, on vous dit voilà, tu te sens pas bien dans ton corps, c'est-à-dire que on s'est planté d'assignation, tu sais que c'est la naissance, donc tu es une fille ou tu es un garçon. Pour pouvoir le changer, c'est pas un problème, on va te orienter vers les bons médecins ou alors vers les plannings familiaux, les associations régionales qui vont dans le bon sens, dans les bonnes antennes médicales. Et vous avez même des toubibs sur les réseaux sociaux qui vous obtiennent des certificats de dysphorie ou qui vous donnent des ordonnances pour pouvoir, en visio uniquement, pour pouvoir commencer à utiliser des bloqueurs d'hormones. Oui. Donc, en fait, vous avez une société parallèle avec les diagnostiqueurs et les médecins qui vont vous trouver la solution miracle. Et une fois que vous êtes dans l'engrenage, encore une fois, comme le phénomène trans s'organise comme une secte, on sait la puissance de la secte, c'est impossible de s'en sortir, c'est très compliqué de s'en sortir, d'autant plus que vous n'êtes pas dans la vie réelle, vous êtes dans une vie parallèle. C'est pas des gens dans la rue que vous voyez, c'est des gens sur les réseaux principalement. Donc vous commencez, en plus d'avoir un malaise, vous commencez à devenir avoir une double vie, quoi. C'est ça qui est effrayant. Et donc voilà, la communauté d'entraide est très très efficace et ce serait bien d'ailleurs de pointer ces médecins qui se permettent par de simples visios, par évidemment idéologie, commencent à mettre vraiment à donner des bloqueurs d'hormones aux adolescents, quoi. On est sur des médecins qui font tous de la médecine. Oui, c'est des trans, des partisans de l'idéologie trans, des psychologues qui donnent donc une caution scientifique au changement de genre. Exactement. Donc ça fait partie des complices de cette idéologie trans, complices de ce martyre, de ces enfants cobayes. Alors, Aude Mirkovitch, je voulais revenir, on a parlé de la circulaire Blanquer, on a aussi parlé de la haute autorité de santé qui rembourse à 100% donc les transitions, mais il y a aussi dans votre livre Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents aux éditions Artege, vous parlez de la loi sur les thérapies de conversion. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette loi donc, qui incrimine tous les propos qui remettent en question finalement les changements de genre et l'identité de genre? Oui, alors c'est une loi qui a été votée le 31 janvier 2022 par le Parlement français, qui a été annoncée pour lutter contre les thérapies de conversion. Alors dans l'exposé des motifs, il faut voir ce contre quoi on allait lutter, les injections forcées d'hormones, les mariages forcés, les séquestrations, voilà, pour essayer de convertir des enfants homosexuels en hétérosexuels. Bon, des pratiques qui n'existent absolument pas, en tout cas pas en France. Et sous couvert de ces effets d'annonce, eh bien, se retrouvent finalement incriminés les pratiques, comportements ou propos visant à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée d'une personne. Alors, vous voyez, une infraction extrêmement floue, sachant que de simples propos, qui par définition ne sont ni violents, ni harcelants, ni discriminatoires, parce que sinon, pour ça, il y a déjà des infractions qui existent, eh bien, pourraient tomber sous le coup de la loi et envoyer leurs auteurs en prison s'ils ont pour objet de réprimer l'identité de genre d'une personne. Donc, c'est tellement confus et flou qu'il devient très risqué aujourd'hui de recueillir les confidences d'une personne en questionnement sur son genre si ensuite les propos tenus dans la conversation pourraient être interprétés par celle-ci comme ayant pour objet de réprimer son identité. Alors heureusement, le Sénat a fait ajouter une réserve qui précise que ne tombe pas sous le coup de cette infraction les propos qui sont tenus pour notamment mettre en garde une personne qui envisage une transition médicale, notamment eu égard à son jeune âge, et y compris s'il s'agit d'un professionnel comme un psychologue ou un psychiatre. Et enfin, on n'est pas vraiment rassuré, parce que s'il a été nécessaire d'inscrire cela dans le code pénal, c'est que vraiment le but était de sanctionner. Alors maintenant, il y a ce texte, en effet, qui est très problématique, mais il n'est pas le seul. Le droit ne se réduit pas à ça. Il y a déjà, à commencer par le Code civil. Le Code civil interdit le changement de sexe à l'état civil pour les mineurs. Et donc, le Code civil n'est pas transphobe, que je sache. Et donc, le fait de refuser de jouer le rôle, de jouer la transition sociale demandée par un enfant ne vous emploie pas systématiquement en prison. Il y a de solides arguments pour justifier ce comportement. Mais il faut reconnaître que le droit aujourd'hui offre malheureusement une grande insécurité juridique
Et au lieu de donner les éléments pour protéger les enfants, eh bien, il fournit plutôt des armes de confusion. À ce sujet, je voudrais juste dire qu'en effet, aujourd'hui, le fait de refuser de mettre en place une transition sociale demandée notamment même par un enfant peut exposer à des difficultés, c'est vrai, mais très franchement, il y a de quoi se défendre, hein. On peut contacter l'association Juristes pour l'enfance, par exemple. Et par ailleurs, ceux qui mettent en place, y compris à l'école aujourd'hui, les transitions sociales et les médecins qui pratiquent les transitions médicales, aujourd'hui, peut-être qu'ils sont remerciés, mais eux aussi auront des problèmes avec la justice et ont de fortes chances de se retrouver sans doute en prison dans quelques années. Aujourd'hui, on voit en Grande-Bretagne et aux États-Unis de plus en plus de jeunes détransitionneurs qui traînent leurs médecins en justice, alors que pourtant, ils les ont suppliés de leur donner des hormones et de leur retirer les seins, hein. Ils les ont suppliés et aujourd'hui, ils engagent des actions en justice. Les prochains sur la liste, ce sont bien entendu les chefs d'établissement, voire même les parents. Quand on écoute le témoignage de Sacha, une détransitionneuse française, elle, dans le Parisien, en septembre dernier, elle ne veut pas accabler ses parents parce qu'elle se rend bien compte qu'ils étaient dépassés par la situation, qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Elle disait, c'est vrai qu'ils m'ont écouté, mais j'avais 14 ans. Et écouter à ce point 14 ans, ça pose problème. Et quand l'intéressé à 20 ans engagera la responsabilité des médecins, des profs, des parents, personne ne pourra s'abriter derrière un prétendu consentement d'une gamine de 14 ans qui ne vaudra rien du tout parce que ce consentement n'a aucune valeur juridique. Oui, il y a un inversement de l'autorité aussi là-dessus. Alors pour les complices de ces idéologies, on a parlé des psychologues, on a parlé donc de la loi, de la haute autorité de santé, on a parlé de cette thérapie de conversion, mais il y a aussi le marché, parce que figurez-vous que ça rapporte la transition de genre, notamment aux États-Unis, on chiffre à 1,6 milliard de dollars le marché de l'opération changement de genre. Donc Arthur de Vatrigan, c'est aussi, ça rejoint finalement le capitalisme, finalement tout est bon pour faire de l'argent. Ah bah, de toute façon, l'idéologie progressiste ne marcherait pas s'il n'y avait pas du pognon derrière, hein. C'est évident. Et la transition, c'est le jackpot, hein, parce que vous créez des patients à vie. Les traitements, c'est à vie. Donc, si vous êtes adulte, si vous voulez devenir un malade à vie, c'est votre problème. C'est là où on se rend compte que pour les enfants, on est sur une question autrement plus importante, hein, parce que, encore une fois, vous avez des traitements à vie. Donc, ça veut dire que vous êtes un malade à vie. Et évidemment que là, vous fournissez jackpot pour les créateurs, les labos de création de pilules. Hein. Mais il y a toujours derrière un enjeu financier, toujours. Il y a pas sinon ça ne marche pas s'il faut. Le capital est toujours là. S'il n'y a pas d'enjeu financier, l'idéologie s'arrête très vite. Donc là, le drame, c'est que vous avez le monde médiatique, le monde culturel, puisqu'on sous-estime la puissance de la culture là-dessus. Vous n'avez plus une série aujourd'hui sans ce sujet-là. Vous n'avez plus de films sans ce sujet-là. Vous n'avez plus de documentaires là-dessus. Donc il y a les réseaux sociaux, évidemment, qui touchent les gamins. Mais on peut parler parfois d'irresponsabilité des parents, c'est aussi parce qu'ils sont dans une propagande, dans un univers de propagande. Évidemment qu'un gamin de 14 ans ne regarde pas Arte ou ne regarde pas Quotidien, ne va pas au cinéma, on le sait, mais les parents, eux, y vont. Et quand ça fait 5-6 ans que vous l'inoculez d'idéologie en expliquant que c'est normal et que votre gamin est en souffrance et que si vous ne faites pas cette transition-là ou cette démarche-là, vous êtes un parent irresponsable parce que vous ne vous occupez pas de la souffrance de votre enfant, le parent se retrouve aussi dans cette démarche. Et c'est aussi sa responsabilité. Mais voilà, encore une fois, il y a un univers de propagande autour de ça. Et évidemment, si derrière il y a des gens qui financent et que ça marche, il faudrait, par exemple, vous rappeler de cette histoire de Lily qui est ce garçon devenu fille et en effet qui est passé sur Quotidien. J'aimerais bien connaître l'audience de Quotidien à ce moment-là. Voilà, les gens, on sait très bien comment ça marche. On fait des sujets aussi en fonction de l'audience. Il n'y a pas que les sujets idéologiques. Donc derrière, il y a évidemment, il y a de l'argent à tous les niveaux. Et c'est pourquoi, encore une fois, ce qui est dingue, c'est l'incohérence du discours politique. On sort d'une séquence d'émeutes, là, et qu'est-ce qu'on a entendu pendant la deuxième partie de cette séquence? C'est l'excuse de minorité sur les émeutiers. Ils ont moins de 18 ans, donc ils ont une excuse de minorité d'un point de vue judiciaire. La peine est divisée par 2 parce qu'ils sont immatures et irresponsables. On a le permis à 17 ans. Maintenant, c'est à 18 ans, passe à 17 ans. On a le droit de vote à 18 ans.
On a eu le consentement sexuel à 15 ans. Par contre, à partir de 6 ans, vous avez le droit de changer de sexe. Le discours est d'une incohérence totale et des politiques ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent, quoi. C'est ça qui est affligeant. Donc je pense que il faut d'abord faire de la pédagogie auprès d'eux. Parce que malgré tout, eux sont les seuls qui vont pouvoir déposer des cadres juridiques, limiter cette avancée, cette vague. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit créneau intéressant qui s'est ouvert. Et donc encadrer ces enfants, les accompagner. Alors pour donner une petite note d'espoir quand même, je rappelle que dans cette une de l'Incorrect, on apprend que 75% des enfants qui se déclarent transgenres reviennent à leur genre biologique une fois adultes, Dieu merci. Alors je rappelle donc cette une de l'Incorrect trans, les enfants cobayes, enquête sur les martyrs d'une idéologie. Merci à Arthur de Vatrigan. Vous êtes le directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect et vous êtes chroniqueur sur CNews. Merci Aude Mirkovic. On rappelle, vous êtes juriste, maître de conférences en droit privé, porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance et auteur de ces 2 livres aux éditions Artege, La PMA, un enjeu de société et Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents. Merci à tous les deux.